Bonjour, bonsoir, bonne nuit, chers amis du RFE. Merci d'être là pour cette dernière plénière d'ouverture de la dernière journée de ce FIF qui a connu quelques rebondissements technologiques, mais qui néanmoins réussit à livrer la marchandise avec un contenu formidablement intéressant. La journée d'aujourd'hui traitera de systèmes nationaux d'évaluation. Et pour en parler au cours dans la prochaine heure, nous avons deux personnes extrêmement intéressantes. D'abord, Monsieur Edoué Dimitri Abodjan, qui est un passionné des questions de développement de l'Afrique. Il a plus de 15 années d'expérience dans le domaine de l'évaluation et de la planification et de la gestion des projets de développement. Directeur du Centre CLEAR pour l'Afrique francophone. Il est aussi expert principal du Centre en matière de renforcement des systèmes nationaux d'évaluation, de diagnostic des capacités et d'élaboration des politiques nationales d'évaluation. Avant de rejoindre le CLEAR, il a été enseignant-chercheur au CESAG, coordonnateur de projet responsable des parcours licence, master et MBA en gestion de projet. Il a été en outre professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa, consultant en renforcement des capacités au cabinet canadien PGF Consultant Inc. et il a travaillé au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Il détient un PhD en études du développement de l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève et une maîtrise en économie de l'Université de Lomé. Bonjour Edoué, merci d'être là. Notre deuxième intervenant... Bonjour. Et notre deuxième intervenant est Clément Lacouette-Fougère, qui enseigne en Sciences Po et est chercheur associé à l'Université Paris-Saclay. Ses thématiques de recherche portent sur les méthodes d'évaluation et les processus d'institutionnalisation d'évaluation dans la gouvernance publique. Il enseigne également à l'École polytechnique et à Paris-Dauphine et est formateur à la Cour des comptes, à l'Institut pour la gestion et le développement économique et à l'École des hautes études en santé publique. Il trouve néanmoins le temps de s'intéresser aux travaux du RFE et de venir nous aider ce matin à réfléchir à la question aux questions qui tournent autour des systèmes nationaux d'évaluation. Je vous demanderai donc, messieurs, peut-être que j'adresserai d'abord la question à Edoué. Je vous demanderai donc comment définissez-vous système national d'évaluation? Qu'est-ce que c'est pour vous un système national d'évaluation? Et comment en décririez-vous l'état dans votre région du monde? Edoué. Merci beaucoup, Benoît. Je voudrais quand même saisir l'opportunité pour remercier le RFE et tous les organisateurs de cet événement qui a connu jusque-là un grand succès et aussi remercier tous les participants qui sont avec nous en ligne. Alors, quand nous parlons du système national, pour revenir à la question, nous parlons essentiellement d'un ensemble de règles et processus qui sont mis en œuvre de manière systématique pour à la fois prioriser, planifier, coordonner, faire et utiliser les évaluations. Donc, on veut avoir en place un système qui permet à un pays ou à une organisation de pouvoir définir ses priorités en matière d'évaluation, de les planifier, de les mettre en œuvre et de les utiliser. Dans ce sens-là, pour que cet ensemble de règles et de processus fonctionne, il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent comme composantes du système. On a d'un côté le cadre réglementaire qui doit normalement encadrer ce qui se fait en matière d'évaluation, et cela pour prendre la forme de politiques ou de tests légaux, des décrets, des décisions, des articles constitutionnels qui permettent de bâtir ce cadre réglementaire autour de la fonction d'évaluation. Et au cœur de ce système, comme de tout système, il faut une organisation qui en assure la coordination. Quand nous parlons par exemple du système corporel, on a le cœur qui impulse le rythme du système, qui permet de déterminer comment la coordination des différentes composantes du système doit fonctionner. Et donc, c'est important pour un système national d'évaluation d'avoir ça. Il faut ensuite un corpus méthodologique
une capacité à offrir et demander des évaluations, la participation de plusieurs parties prenantes à l'évaluation et un dispositif de qualité et de gestion des évidences qui permet de s'assurer que ces évaluations répondent aux exigences des uns et des autres. Donc, voilà en gros ce que je pourrais dire en termes de définition de ce qu'est un système national d'évaluation. Alors, pour rebondir sur le deuxième volet de la question, la manifestation des systèmes aujourd'hui dans les pays, c'est qu'on a une diversité de trajectoires en matière de systèmes nationaux d'évaluation qui dépendent des spécificités des pays. On a des systèmes qui sont orientés sur la redevabilité, des systèmes qui sont orientés sur l'efficience, donc le contrôle de l'allocation des ressources, et des systèmes qui sont orientés sur une recherche d'amélioration des conditions de vie des populations, dépendamment de ceux qui assurent la coordination ou de ceux qui portent le système. D'une manière générale, en Afrique francophone, nous avions mené un diagnostic qui nous a permis de catégoriser les systèmes en trois niveaux. On a le pays qui est cité souvent, le pays ayant presque toutes les composantes d'un système qui est le Bénin, où on a une politique nationale d'évaluation, on a un bureau qui assure la coordination et un ensemble de guides qui permettent de planifier et de faire les évaluations. Ensuite, on a une deuxième catégorie de pays où on a des éléments de système sans qu'il y ait une formalisation du système en tant que tel. Si vous prenez par exemple le Togo, on a l'institutionnalisation de l'évaluation S-Santé dans le processus d'élaboration des programmes d'investissement public. On a une institution qui assure des actions d'évaluation, mais le système n'est pas en tant que tel formaté. Et on peut dire la même chose de la Côte d'Ivoire, du Niger, de Madagascar ou du Gabon, qui a aussi fait des avancées notables au cours de ces dernières années. Et puis, on a la troisième catégorie de pays où on dirait que la situation est beaucoup plus balbutiante, où il y a des pratiques hétéroclites d'évaluation qui sont essentiellement portées par des partenaires du développement, sans qu'il n'y ait pas vraiment une organisation centrale ni des mécanismes très clairs qui permettent de porter l'évaluation. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces systèmes sont évolutifs, sont mouvants, comme tout système. Il y a des éléments nouveaux qui peuvent arriver et influencer les mutations du système ou qui peuvent permettre au système d'évoluer ou de régresser. Donc, on est dans une dépendant d'un certain nombre de facteurs que je pense nous allons aborder au cours de cette discussion. Voilà, Benoît, ce que je voudrais dire en premier lieu pour répondre à Merci, Edoé. Oui, on reviendra sur les facteurs qui expliquent ces situations que tu as décrites dans quelques minutes. Auparavant, j'aimerais entendre de la part de notre deuxième présentateur, Clément, qu'est-ce que c'est un système national d'évaluation et quels en sont l'état dans la région nordique que tu habites? Merci Benoît, merci Edoé. Et puis j'en profite aussi pour saluer tous les participants de cette session. Alors je pense que Edoé a dit beaucoup de choses sur ce qu'est un système national d'évaluation et ce qui les compose en général. Peut-être j'insiste sur la nécessité d'essayer en tout cas de débrouiller un peu ce terme système national d'évaluation qui renvoie à trois termes qui sont eux-mêmes compliqués à définir, puisque comment définir un système, ça renvoie à ce qu'a dit Edoé, un cadre institutionnalisé, un ensemble de règles qui rendent prévisible un certain nombre de comportements et d'actions collectives. Ça, c'est le système. Donc on comprend que pour que ça fasse système, il faut qu'il y ait plusieurs composantes qui travaillent ensemble et qui forment un réseau. Système national, ça pose question puisque ça implique qu'il y a des caractéristiques nationales qui vont intervenir dans cette capacité à former un système national d'évaluation. Et là, c'est pas pareil. Les travaux le montrent entre parler d'un système national dans un pays très centralisé ou dans un pays fortement décentralisé. Par ailleurs, système national implique aussi qu'on va s'intéresser souvent à l'échelon national ou central des États, alors qu'on voit aussi des sous-écosystèmes
locaux, régionaux, qui eux-mêmes présentent des caractéristiques intéressantes en termes d'évaluation. Et puis, évaluation, je ne vais pas vous refaire la leçon ici, mais ça renvoie à un ensemble de pratiques très hétérogènes, un portfolio d'actions qui peuvent aller de l'évaluation ex ante jusqu'à l'évaluation ex post, et qui a eu tendance ces dernières années d'ailleurs à s'élargir énormément. Donc c'est pour ça que c'est toujours difficile de caractériser ce qu'est un système national d'évaluation et qu'on est obligé de rentrer dans les composantes, comme l'a dit Edoé. Alors je vais pas tout détailler maintenant, puisqu'on va en garder pour la question d'après sur les facteurs. Mais effectivement, la plupart des travaux qui se sont intéressés sur les trajectoires des systèmes nationaux d'évaluation ont essayé de décortiquer soit le degré de maturité de ces systèmes, sur la base d'indicateurs que sont la présence, par exemple, de textes régulant la pratique ou instituant la pratique d'évaluation, le nombre d'évaluations dans différents secteurs d'action publique qui étaient produits, le bassin, entre guillemets, d'évaluateurs disponibles pour faire des évaluations. Et tout ça permet de qualifier un peu le degré de maturité des États. Il y a d'autres travaux, je ne les citerai pas là, mais qui sont plutôt plus globaux, qui essaient de s'intéresser à d'autres systèmes, en prenant en compte par exemple les usages de l'évaluation, en prenant en compte par exemple les communautés épistémiques, c'est-à-dire les gens qui vont utiliser et penser l'évaluation. Et tout ça, ça permet de qualifier les systèmes nationaux d'évaluation. Et ce qu'on peut dire par rapport aux pays dits du Nord ou aux pays dits les plus avancés en matière d'évaluation, c'est qu'on retrouve une certaine convergence entre ces pays. Convergence au sens où dans tous les pays, que ce soit des États-Unis, en France, en Espagne, en Finlande, on va trouver une sorte de discours politique qui s'est peu à peu imprégné de ces thématiques d'évaluation, qu'on les retrouve ou non dans des textes fondateurs. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la transparence des évaluations, qui s'est améliorée à peu près dans tous les pays. Le pluralisme, qui est aussi un des principes qui a progressé sur les 15 dernières années. Et la quatrième caractéristique, c'est la professionnalisation de la pratique, que ce soit en termes des personnes qui font des évaluations, comme en termes de standards méthodologiques, de présence de guides méthodologiques. Et tout ça, ça fait que finalement, en Europe et dans les pays du Nord, on peut parler de pratiques relativement matures d'évaluation, y compris pour des pays qui, il y a quelques années, étaient un peu moins avancés. Je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, je pense à la Roumanie, qui aujourd'hui ont largement rattrapé le retard. Et alors pour terminer, et peut-être nuancer un peu mon propos, c'est que ce qu'on observe, c'est que penser en termes d'institutionnalisation et de système national d'évaluation, ça permet de se prémunir contre une vision d'une évaluation qui irait up and down, qui connaîtrait des périodes d'avancée, puis de recul, d'avancée, puis de recul. Non, on voit que globalement, il y a quand même des tendances qui sont lourdes, qui sont difficiles pour lesquelles c'est difficile de revenir en arrière, même si, pour certains pays, et là je ferai un clin d'œil à Benoît en parlant du Canada, on a vu que potentiellement, la force de systèmes nationaux ce qui faisait la force de systèmes nationaux pouvait se fragiliser. Alors, on va le voir après, mais ça ne veut pas dire que d'autres composants compensent, etc. Mais on observe qu'il y a quand même des trajectoires assez stables, assez poisseuses, je dirais, et qui sont difficiles à bouger une fois que le système national d'évaluation est établi. Merci beaucoup, Clément. Edoé, est-ce que tu veux rebondir sur ce que Edoé nous a offert? Oui, juste pour ajouter, dans la droite ligne de ce que Clément a mentionné, que le système peut vraiment évoluer et même les systèmes qui sont reconnus comme des systèmes solides peuvent parfois des ralentissements parce qu'il y a des changements qui apparaissent, d'où la nécessité vraiment de veiller au processus de système de sorte qu'il y ait suffisamment d'acteurs présents dans le système pour maintenir la survie du système et faire préserver la mission et les règles de fonctionnement du système, même lorsqu'il y a certains maillons du système qui s'affaiblissent. Donc, c'est pour dire, et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, qu'il est important de prendre en compte le processus de construction
du système, que ce soit suffisamment participatif, que ce soit suffisamment intégrant, inclusif pour les différentes parties prenantes qui participent à la mise en œuvre de l'évaluation. Merci, Edoé. Clément, je voudrais passer à un deuxième sujet, mais une sous-question sur le premier sujet avant de passer à cette deuxième question. Edoé et toi avez défini système national d'évaluation de façon similaire. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre ce qui est formel et informel dans cette définition-là? Edoé a commencé en disant c'est un ensemble de règles. Un ensemble de règles qui nécessite une coordination, c'est un ensemble de règles qui sous-entend une capacité. Est-ce que, et dans la notion de règle, il y a une idée de formalisation, de formalité. Est-ce que la formalité suffit à l'établissement d'un système national d'évaluation ou si il y a un ensemble de facteurs informels qui jouent, ou alors est-ce qu'il est possible d'avoir un système national d'évaluation qui ne soit pas formel, mais qui existe néanmoins? Et je passe ensuite à la deuxième question. Clément, je te prends ça à brûle pour point là-dessus. Oui, tu fais bien de préciser, Benoît, et puis c'est presque une question rhétorique parce que effectivement, qu'un système national d'évaluation ne se résume pas qu'au cadre formel, qu'aux règles, qu'aux procédures, qu'aux réglementations qui existent. Et c'est bien la force des travaux sur l'institutionnalisation de l'évaluation qui ont montré qu'il faut cet ensemble de règles, de procédures, mais que pour faire un système d'évaluation, il faut aussi un ensemble de valeurs, de principes, de représentations, d'usages qui vont qualifier aussi la nature du système et la maturité du système. Et d'ailleurs, la plupart des classements ou des classifications internationales montrent que les pays les plus avancés jouent sur ces deux tableaux-là. D'abord, ils se dotent peut-être de règles, de procédures, puisque c'est presque le plus simple, ça vient en général des centres de gouvernement, mais qu'en même temps, s'il n'y a pas derrière les usages de l'évaluation, une représentation partagée au sein de la société civile et de la société de ce que doit être l'évaluation, ou une culture de l'évaluation, ça forme souvent pas des coquilles vides, mais en tout cas des choses qui ont du mal à faire système. Et à l'inverse, il y a des pays, effectivement, je pense aux Pays-Bas, je pense dans une moindre mesure à la Belgique, qui, tout en étant assez soft sur le plan des procédures, des règlements, voire même de la structuration professionnelle des évaluateurs, ont réussi à infuser et à faire système, puisque ce sont des sociétés traditionnellement plus basées sur le recours à la recherche, aux travaux de connaissance, à la culture du consensus, qui irrigue la décision publique, mais sans que ça soit forcément très formalisé. Merci beaucoup. Je t'adresse donc la deuxième question de cette discussion. D'après toi, Clément, quels sont les facteurs qui expliquent l'état actuel des systèmes nationaux d'évaluation au Nord, comme tu l'as identifié, et ces facteurs, est-ce qu'ils sont surtout de nature historique ou institutionnelle, parce qu'on est devant des systèmes politiques et gouvernementaux différents? Est-ce qu'ils sont culturels, politiques ou autres? Quels sont les facteurs donc qui expliquent l'état des systèmes nationaux d'évaluation? Oh, tu as coupé ton micro, Clément. Alors, pendant que Clément se réactive sa caméra et son micro, Edoé, je te pose la même question. Quels sont les facteurs qui affectent l'état des systèmes nationaux d'évaluation? Oui, merci. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a, dans le prolongement de ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une tendance qui se dessine. En Afrique francophone, on a tendance depuis quelques années maintenant à passer par l'adoption des règles, l'inscription de l'évaluation dans la Constitution, la prise de décrets pour faire tant. Mais il faut savoir que le pays que nous citons souvent comme le pays ayant un système le plus avancé, le Bénin, a mis en place son système sans que l'évaluation ne soit inscrite nulle part dans ces tests, ni dans la Constitution.
et même l'Afrique du Sud. Et ça, c'est une tendance dans les pays anglophones. Contrairement aux pays francophones où on passe par l'adoption des textes, dans les pays anglophones, on a moins de textes, on a moins de règles formelles, mais on va vers la mise en place des systèmes qui fonctionnent. Et ça, c'est aussi lié à la trajectoire historique de la gestion ou de l'analyse même des politiques publiques. Dans le monde anglophone, d'une manière générale, il y a eu cette culture-là de faire l'analyse des politiques publiques et une relation étroite entre les analystes des politiques publiques et les décideurs politiques au sein du gouvernement. Alors que dans le monde francophone, les deux mondes ont été très longtemps séparés. Et c'est maintenant avec la promotion de l'évaluation qu'on a un rapprochement. Et la tendance, avec l'influence du droit et de la culture du droit, on a tendance plutôt à prendre des textes avant de passer à leur application, ce qui parfois ne permet pas au système de fonctionner comme il faut. Alors, il y a cet élément qui détermine l'état actuel des systèmes, mais il y a aussi la gestion axée sur les résultats d'une manière générale qui a beaucoup fait avancer la volonté de mettre en œuvre les évaluations, de construire un système autour de ça. L'autre élément qui est très marquant, c'est la réforme autour du budget programme qui est une phase de mise en œuvre des agendas de gestion assis sur le résultat qui a amené les pays à revoir le rôle du Parlement et notamment le Parlement, les prérogatives nécessaires pour faire l'évaluation des politiques publiques. Et ça interpelle désormais la mise en place de systèmes qui permettent au Parlement de jouer ce rôle. Et cela aussi contribue au renforcement du système national d'évaluation dans un certain nombre de pays. Je pense quand même qu'un autre facteur très important dans notre contexte francophone, c'est aussi les avancées en matière de démocratisation. Et ça, c'est les effets de long terme des politiques d'ajustement structurel qui ont permis l'émergence d'une société civile, qui a ensuite, dans la vague de la chute du mur de Berlin, permis à nos pays d'entrer dans un processus de démocratisation où aujourd'hui la question de la redevabilité est posée par la société civile, avec dans certains pays une société civile suffisamment forte qui peut réclamer, demander des comptes aux États. Et à cause de la pression à l'alternance démocratique qu'il y a dans un certain nombre de pays, les décideurs ont besoin de rendre compte, de démontrer des résultats des interventions qu'ils mènent sur les populations. Et je voudrais ajouter à ces facteurs toute la question de la sécurité, de la menace sécuritaire. Aujourd'hui, on a compris que pour relever ce défi de la menace sécuritaire, il faut davantage de légitimité du pouvoir, il faut davantage de participation, il faut davantage rendre compte de ce qui se fait au niveau des interventions de développement. Et tout ça interpelle sur la nécessité d'avoir des systèmes nationaux d'évaluation qui fonctionnent dans nos contextes. Je crois que tous ces facteurs ont contribué d'une certaine manière, avec la pression des bailleurs de fonds, à la mise en place des systèmes nationaux que nous avions dans nos différents pays. Merci, Edoé. Merci, Edoé. Clément, même question. Quels sont les facteurs qui expliquent l'état actuel des systèmes nationaux d'évaluation? Alors, désolé pour la coupure et merci, Edoé, d'avoir pris la main sur cette question. Alors, quand on parle des facteurs qui expliquent la trajectoire ou qui vont peser sur le développement d'un système national d'évaluation, il est coutume de distinguer des facteurs ou des pressions internes et des pressions externes. Alors, les pressions internes, on l'a un peu évoqué lors de la première question, mais ça renvoie aux traditions politiques et institutionnelles des pays dans lesquels va se développer l'évaluation et qui sont plus ou moins favorables au développement de l'évaluation. C'est ce qu'a indiqué Edoé, mais le développement d'une évaluation au service d'une démocratisation de la vie publique va être un moteur fort pour le développement de l'évaluation. Il y a aussi effectivement le développement de la culture de la performance qui peut être poussée notamment par les institutions suprêmes d'audit et de contrôle. En gros, les cours des comptes dans les pays va généralement être aussi une source forte de développement de l'évaluation.
Et je pense que dans les facteurs internes, il ne faut pas non plus négliger la volonté politique, au sens la capacité d'un certain nombre d'experts ou de décideurs à pousser ces sujets-là. On l'a vu notamment pour le cas de la France, mais c'est aussi le cas pour la Grande-Bretagne. Un certain nombre de personnes bien placées, souvent à la croisée des champs politiques, académiques, professionnels, vont impulser ou en tout cas vont marquer des périodes d'accélération pour la pratique évaluative. Typiquement, en France, on repère ces sortes d'experts ou d'entrepreneurs d'évaluation de politique publique qui vont jouer un rôle. Donc ça, c'est plutôt pour la partie interne, qui est bien connue, qui est relativement documentée. En revanche, la partie externe est peut-être un peu moins connue et plus difficile à percevoir. Elle renvoie à la capacité aussi d'institutions transnationales ou internationales à inciter un certain nombre de pays à s'engager dans la voie de l'évaluation. Typiquement, dans les pays du Nord, le rôle qu'a eu la Commission européenne dans le développement de pratiques évaluatives est considérable et est souvent d'ailleurs cité comme un des principaux moteurs pour l'évaluation des politiques publiques en France, mais aussi dans d'autres pays européens. D'ailleurs, les derniers travaux sur l'institutionnalisation de l'évaluation montrent que l'accélération de certains pays qui étaient à la traîne il y a encore 10 ans en termes d'évaluation, je pense à la Pologne, à la Roumanie, au Portugal ou à la Lituanie, doivent leur accélération à leur entrée dans la communauté européenne. Donc ça, c'est un premier point. Puis il y a aussi d'autres institutions peut-être moins formellement insérées dans chacun des pays. Je pense à l'OCDE, par exemple, qui a beaucoup poussé l'adoption de pratiques ou de critères d'évaluation en publiant des guides, des méthodes. Et tout ça, ça infuse progressivement un discours sur l'évaluation. Aujourd'hui, il est assez marqué sur le plan de tout ce qu'on va appeler l'evidence-based policy making, qui donne aussi un peu le là pour l'ensemble des pays en termes d'évaluation. Et enfin, peut-être un des facteurs qui va jouer dans le développement de systèmes d'évaluation, c'est aussi les sociétés professionnelles d'évaluation et la mise en réseau de ces sociétés professionnelles. Et ça, c'est particulièrement visible chez les pays qui n'ont pas toujours la taille critique pour se développer de façon endogène. C'est le cas de la Belgique, par exemple du Danemark, la Suisse étant un peu à part, parce que la Suisse étant un peu un champion en toute catégorie en termes d'évaluation et qu'il n'y a pas besoin d'incitation externe pour développer de l'évaluation. Mais les petits pays, même Roumanie ou Portugal, vont développer des pratiques d'évaluation en participant à des réseaux tels que le FIF, alors ce n'est pas pour être flagorneur aujourd'hui, tels que l'évaluation. Et tout ça, je pense, c'est un rôle qui n'est pas à minorer dans la capacité d'acteurs à avoir des relais et à pousser un message évaluatif au sein de leur pays. Voilà un peu pour les grands facteurs. Merci Clément. Edoé, est-ce que tu veux faire des parallèles africains au message de Clément? Je pense évidemment au rôle de la FREA. Oui, tout à fait. Et au rôle du CLEAR. Et le rôle du CLEAR, le rôle de la FREA, le rôle du RFE, je pense que tout ça, parce qu'aujourd'hui, les associations nationales d'évaluation, même dans les pays où il n'y a pas un engagement du gouvernement central pour porter l'évaluation, les actions de sensibilisation, de plaidoyer, de formation menées par ces associations ont créé le terreau fertile pour la mise en place de systèmes d'évaluation de manière progressive. Donc, l'articulation entre la dynamique internationale portée par les réseaux internationaux, soit à travers les bailleurs de fonds, ou soit à travers des initiatives de la société civile ou des individus comme le RFE, qui viennent s'articuler à une dynamique locale d'acteurs individuels de la société civile ou des universités qui permettent ensuite de générer la culture nécessaire pour porter ensuite les réclamations qui vont permettre de mettre en place les systèmes nationaux d'évaluation. Donc, en cela, je pense qu'il est aussi important de faire le pont aujourd'hui entre le développement de l'évaluation dans notre espace francophone et les avancées en matière d'éducation, notamment d'éducation au niveau universitaire, qui
ont aussi permis, dans un certain nombre de pays, d'avoir une masse d'experts qui peuvent comprendre la chose et qui peuvent utiliser des outils de la recherche pour influencer l'analyse des politiques et ainsi faire avancer l'agenda de l'évaluation. Donc, je pense que c'est un facteur qui s'applique aussi bien à l'Afrique francophone d'une manière générale. C'est l'occasion aussi de saluer les grands champions de l'évaluation. On a eu un webinaire sur Marie Gévais il y a quelques mois et sur les champions nationaux. On en a vu dans les pays, par exemple au Madagascar, tout le travail qui se fait par la commission nationale, la commission d'évaluation des politiques publiques au niveau de l'Assemblée nationale et qui est portée par Madame Éléonore pour faire avancer la prise en main de l'agenda de l'évaluation par l'Assemblée. Et dans les autres pays, il y a des noms qu'on peut aussi citer pour mentionner ce facteur qui est très déterminant. Donc, l'importance de champion qui n'est jamais à minimiser. Clément, je te poserai en tout premier la troisième question. Au cours de ce FIF, nous nous intéressons à la notion de complexité que nous abordons selon l'angle de l'imprévisibilité des conséquences et de l'existence de boucles de causes et d'effets mutuels. Est-ce que les systèmes nationaux d'évaluation actuels permettent de faire face à la complexité croissante de notre monde? On a eu à au moins 2 reprises des messages très forts autour, par exemple, de l'enjeu climatique. Est-ce que les systèmes nationaux d'évaluation, et qui est très complexe, est-ce que les systèmes nationaux d'évaluation sont en mesure de faire face à des enjeux aussi complexes que cela? Alors, c'est une question elle-même complexe de réponse d'évaluation et complexité. Et qui me met toujours un peu mal à l'aise, puisque ce qu'on observe, c'est que le développement de l'évaluation, depuis en tout cas 15 ans, il s'est plutôt fait sous l'angle de l'outil d'aide à la décision et de la performance des processus publics, plutôt tourné dans une optique récapitulative sur ce qu'on fait ou ce que font les gouvernements, et assez peu tourné vers l'avenir ou de connaissances nouvelles sur l'action publique, ce qui est une des finalités de l'évaluation, mais plutôt en lien avec le travail académique et les travaux des chercheurs. Or, on observe paradoxalement que c'est aujourd'hui que c'est le besoin un peu majeur de l'évaluation. Et je dirais même les travaux d'évaluation d'impact très économétriques ou très statistiques réalisés dans des laboratoires aux universités, en fait, ont toujours eu du mal à prendre en charge cette grande complexité, puisqu'ils sont assez pertinents pour des programmes ou des dispositifs publics plutôt de petite taille, assez circonscrits. Alors, comment on fait pour prendre en compte la complexité d'enjeux de politique publique? Comment on fait pour prendre en compte les crises à venir? Comment on fait pour essayer d'anticiper les soucis? Comment on fait pour prendre en compte ce que les anglo-saxons appellent les wicked problems, c'est-à-dire des choses impossibles à définir et complètement insolubles? Ça reste un peu une question épineuse. Ce qu'on peut dire quand même malgré tout, c'est que ces crises, cette complexité, elle agit un peu comme une corde de rappel pour le besoin d'évaluation, et elle renforce l'évaluation. Typiquement, les travaux qui ont eu lieu dans la période post-Covid, dont tu as été d'ailleurs un des auteurs, Benoît, pour le RFE, montrent que l'évaluation est plutôt sortie grandie de ces épisodes-là, qu'on a fait appel à des évaluations. On a pu même redécouvrir l'évaluation des politiques publiques pour essayer de comprendre comment avait été gérée la crise, comment avait été utilisée l'évaluation. Et donc, ça a plutôt profité à l'évaluation. Donc, il y a quand même un rôle à jouer, je dirais, de l'évaluation, et un rôle qui est plébiscité. Je fais aussi référence à une étude qu'a menée l'OCDE pour essayer de comprendre quelle avait été la réponse évaluative après la crise. Et l'OCDE montre qu'il y a eu un accroissement du nombre d'évaluations
pendant la crise, et une évaluation qui a été portée par de nouveaux acteurs, ou des acteurs un peu différents de ceux qu'on observait dans les systèmes nationaux d'évaluation traditionnels tels qu'on pouvait le voir. C'était notamment le cas des agences autonomes qui ont fleuri et qui continuent de fleurir pour répondre à des sujets très particuliers et prendre en charge cette complexité en ramenant à des choses assez simples, sectorisées. Donc les agences autonomes vont se saisir de l'évaluation, et c'est aussi le cas de comités scientifiques ad hoc qui peuvent se mettre en place sur des thématiques particulières, alors sur la thématique sanitaire bien sûr, mais aussi sur la thématique des transitions écologiques et énergétiques, sur la thématique de l'alimentation durable, sur la thématique de la santé globale, etc. Donc c'est un petit peu mon sentiment, c'est que les systèmes nationaux d'évaluation vont répondre à ces questions de complexité eux-mêmes en apportant une réponse peut-être plus précise. Cela dit, je suis un peu moins positif. Quand on regarde concrètement comment sont traités ces travaux d'évaluation, qu'ils soient faits par des agences autonomes ou par des comités scientifiques, généralement, ils vont plutôt porter sur la gestion de la complexité. Quelles ont été les réponses pour faire face à un événement imprévu, plutôt que essayer de tirer des enseignements sur les futures crises, sur les nouveaux défis, etc. Donc on reste quand même malgré tout dans une veine un peu récapitulative et assez peu tournée vers l'apport de connaissances nouvelles. Merci Clément. Et Doé, qu'en dis-tu? Oui, en fait, je vais aller dans le même sens que Clément. En fait, la complexité dont nous parlons aujourd'hui, ça se manifeste par le caractère hautement imprévisible à travers la manifestation des aléas qui viennent, comme la crise de Covid, qui sont des événements qui adviennent sans qu'on ne puisse vraiment les prévoir. Et puis, par le fait même que les effets des interventions ne sont pas toujours prévisibles. Donc, du coup, ça questionne même l'évaluation dans la mise en œuvre de ces interventions-là. Les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets, et parce qu'il y a des boucles de rétroaction, des causes qui peuvent influencer les effets et les effets qui peuvent en retour les causes. Donc, quand on prend aujourd'hui la question de la COVID-19 avec les vaccins, il y a eu des évaluations, mais comment se fait-il que les preuves de l'efficacité des vaccins ne sont pas acceptées par tous? Comment expliquer le fait que des mesures restrictives qui sont prises génèrent parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'adhèrent pas aux interprétations qui sont faites des études ou des évaluations qui sont produites sur l'efficacité de ces vaccins-là. Donc ça, c'est des questions qui sont liées à la complexité actuelle des phénomènes auxquels nous faisons face. Quand nous prenons, par exemple, le contexte Afrique francophone, j'écoutais hier le Premier ministre du Burkina qui disait que l'enjeu de son nouveau gouvernement, c'est de rétablir la confiance avec la population, parce que la fin du terrorisme est une affaire de tous. Ce que je veux dire par là, c'est que face à la complexité de tous ces enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui, il se pose encore de manière plus ardue la question de la participation des parties prenantes ou des populations à tout le processus de l'élaboration et de mise en œuvre des politiques, y compris des évaluations. Et l'évaluation aujourd'hui, au-delà des questions de redevabilité, doit permettre de construire cette confiance-là et d'aider à assurer des acteurs qui sont appelés à faire les interventions, à porter les interventions. Parce que la question qui se pose, c'est qui décide de faire l'intervention, qui décide de faire une évaluation et qui utilise ces évaluations pour prendre quelle décision. Quelle est la légitimité de ces personnes-là? Et donc, tous ces éléments doivent être intégrés désormais dans nos processus d'évaluation pour nous assurer que ces évaluations puissent permettre vraiment d'améliorer la performance des évaluations. Moi, je pense qu'au niveau des systèmes nationaux d'évaluation,
de faire face à la complexité des situations que nous avions aujourd'hui, on doit au moins veiller à prendre 4 types de mesures. La première, c'est de s'assurer, on l'a déjà dit, que les systèmes nationaux d'évaluation sont suffisamment inclusifs et qu'il y a une diversité des acteurs qui participent au fonctionnement de ces systèmes et qui adhèrent aux valeurs et aux principes de fonctionnement de ce système-là. Ça, c'est un élément qui est important. Le deuxième élément, c'est qu'il puisse avoir une adhésion au processus d'évaluation dans son ensemble. Dans les systèmes nationaux d'évaluation, quand on parlait des règles, on a parlé des politiques, les politiques nationales d'évaluation. Et on a vu que dans un certain nombre de pays aujourd'hui, on va vers l'élaboration des politiques nationales d'évaluation. Mais l'enjeu, ce n'est pas le document de politique nationale d'évaluation qu'il faut avoir à la fin. Mais l'enjeu, c'est la relation qu'on peut avoir entre les différentes parties prenantes autour de ce que doit être l'évaluation dans un pays donné. Et donc, c'est pour ça que j'insiste encore sur le processus qui permet de construire ce dispositif de suivi-évaluation. Et il en va de même des diagnostics que l'on fait pour comprendre comment fonctionne le système. Un diagnostic, c'est l'occasion pour que les acteurs puissent débattre de ce qui existe, des forces et faiblesses du système, et surtout de prendre conscience des enjeux de l'évaluation dans leur pays et face aux objectifs de développement que le pays s'est assigné. Et l'autre élément, troisième élément, c'est vraiment la légitimité des acteurs qui portent le système. Et enfin, je pense qu'il est très important que les systèmes nationaux d'évaluation garantissent l'ouverture méthodologique nécessaire pour permettre de traiter différentes questions et pour donner la voie à différentes manières, différentes approches méthodologiques de pouvoir s'exprimer sur les questions d'évaluation ou des questions d'efficacité des politiques. Donc, je pense que pour permettre au système de faire face à la complexité, il faut qu'on garde en tête au moins ces 4 éléments, qu'on puisse les intégrer dans notre démarche d'appui au pays pour le renforcement de leurs systèmes nationaux. Merci, Edoé. Clément, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question? Oui, un commentaire très bref. Je partage les 4 recommandations d'Edoé. J'ajouterais peut-être en plus de la communication et des systèmes nationaux plus inclusifs, vraiment mettre l'accent sur la coordination au sein des systèmes nationaux d'évaluation pour justement éviter la dispersion face à la prise en charge de politiques et de contextes de plus en plus complexes. La coordination, et peut-être un deuxième point que je pourrais rajouter aussi, c'est un effort particulier de ciblage et de programmation des évaluations. On voit que la difficulté qu'ont certains systèmes nationaux d'évaluation à justement cibler ces politiques publiques-là qui sont particulièrement compliquées, puisqu'on ne sait pas trop par quel bout les prendre, que ce soit la santé globale, l'obésité, le terrorisme, et on voit qu'il y a assez peu d'évaluation là-dessus, alors que ça devrait être le domaine dans lequel l'évaluation devrait être majoritaire. Donc comment faire pour que la programmation porte plus sur, en tout cas moins sur la compréhension des mécanismes de réponse, de gestion, d'atténuation à des enjeux, mais plus sur des politiques d'adaptation, de prévention et d'anticipation des risques. Là, il y a vraiment un enjeu de programmation, que ce soit budgétaire, de thèmes évaluatifs, voire même de spécialisation d'un certain nombre d'acteurs là-dessus. Merci Clément. Et je vais reprendre une partie de ton propos pour articuler une question qui a été présentée dans la zone de clavardage. Soyez à l'aise de poser vos questions par écrit. La question, je vous la pose à tous les deux, mais peut-être Clément en premier. Compte tenu des attentes d'indépendance ou de détachement de l'évaluation, je n'ose pas dire neutralité, compte tenu aussi des attentes d'utilisation de l'évaluation, l'évaluation effectuée, mais qui recueille de la poussière sur la tablette, ne sert à rien. Quel est le meilleur coordonnateur de l'activité d'évaluation?
En début de séance, on a dit un système national d'évaluation sur l'ensemble de règles, mais c'est aussi un rôle central pour un coordonnateur de l'évaluation. Alors, quelle est cette entité optimale de coordination d'évaluation? Et peut-être que ce n'est pas la même dans toutes les cultures administratives. Clément. Alors, ce n'est pas la même dans toutes les cultures, mais il y a quand même un point commun, en tout cas dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, qui est la tendance à avoir des acteurs de l'exécutif très forts en matière d'évaluation. Ce qu'on appelle les centres de gouvernement, c'est de là que ça part. À côté de ça, on observe que les parlements sont à peu près faibles en matière d'évaluation dans à peu près tous les pays. Or, de mon point de vue, mais peut-être qu'il n'engage que moi, s'il y a bien un acteur qui peut être un coordinateur et qui peut articuler action gouvernementale et demande utilisation, en tout cas de l'évaluation susceptible de nourrir un débat public, en principe, ça serait bien les parlements. Et ça, peu importe le pays, peu importe le régime politique. Donc le Parlement a un rôle à jouer. Je pense qu'ils ont peut-être plus un rôle de coordination, effectivement, et d'utilisation des évaluations, de transmission des évaluations, qu'un rôle de réalisation des évaluations. Et c'est un peu là-dessus que d'ailleurs se trompent certains parlements qui essayent de monter en puissance sur la réalisation d'évaluations, alors qu'ils ont souvent des moyens d'expertise, de contrôle, d'investigation assez limités pour le faire. Mais en association avec les branches exécutives, en association avec les institutions supérieures de contrôle, ces parlements ont un vrai rôle de passeur, à mon sens, pour répondre à ces enjeux de complexité et faire de plus grands branchements entre décisions publiques et débats citoyens. Edoé, quel est le meilleur coordonnateur dans une perspective d'utilisation et d'indépendance? Même sens que Clément. D'une manière générale, en Afrique francophone, la tendance, c'est que les prescrits constitutionnels disent que le Parlement est chargé de l'évaluation des politiques publiques et le Parlement peut faire recours à la Cour des comptes pour appuyer dans la mise en œuvre de l'évaluation des politiques publiques. Et ça, c'est clair. Maintenant, quand on prend toute la chaîne, le cycle de vie de la politique, donc en partant des évaluations ex ante jusqu'aux évaluations finales et aux évaluations d'impact, on voit que définitivement l'exécutif doit être aussi au cœur de l'évaluation parce que l'évaluation doit lui permettre d'apprendre, de définir les politiques, de les mettre en œuvre et aussi de vérifier si ces politiques-là ont des effets. Donc, la question, c'est vraiment entre l'exécutif et le Parlement dans la mise en œuvre des évaluations. Maintenant, au niveau du Parlement, sous la base de son rôle, elle doit nécessairement utiliser ses résultats d'évaluation. Et pour pouvoir utiliser les résultats d'évaluation, elle doit participer tout au moins à la priorisation et à la planification des évaluations. Mais compte tenu de la force de l'exécutif, et ça c'est la tendance générale, c'est d'une manière générale l'exécutif qui fait la coordination du système dans son ensemble, mais il faut que nous assurons que le Parlement puisse avoir sa place dans le dispositif, puisse aussi participer à la mise en œuvre des évaluations afin d'être en mesure d'utiliser cette évaluation. C'est une question très, très importante pour nos pays aujourd'hui. Gabon a sa journée gabonaise d'évaluation autour institutionnel acteurs autour de l'évaluation. Il y a eu la même journée qui a été faite au niveau du Sénégal qui a aussi abordé la question de la coordination des acteurs institutionnels, étant donné qu'il y a une pluralité d'acteurs qui ont les prérogatives d'évaluation. Et c'est une problématique qu'on trouve dans beaucoup de pays, Madagascar, etc. Donc, la question reste posée, mais la tendance générale, c'est que c'est l'exécutif qui fait la coordination, mais avec la participation du Parlement pour lui permettre d'utiliser les résultats d'évaluation.
Une dernière question avant que nous devions mettre fin à cette très intéressante discussion. Une dernière question, Edoé, tu es en grand sur mon écran, je te la pose. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est l'évaluation ou la gestion axée sur les résultats? Tu peux aussi me dire que c'est une fausse question. Bon, moi, je suis plutôt dans une démarche instrumentale de l'évaluation. C'est-à-dire que évaluer pour évaluer, ça, c'est pour les chercheurs. Parce qu'on a envie de construire une connaissance, donc on va évaluer. Mais en matière de politique publique ou de politique de développement, on évalue parce qu'on veut avoir une prise de décision. Donc, l'évaluation doit contribuer à la prise de décision. Et donc, pour ça, dans le cadre aujourd'hui de la gestion axée sur le résultat, l'évaluation doit pouvoir servir les mécanismes de pilotage des politiques publiques. Ça peut venir donc pour permettre d'informer la prise de décision lors de la planification et de la définition des politiques. Ça peut arriver en mais l'évaluation doit être utilisée de manière pour aider à des politiques. C'est mon là-dessus, mais ça reste un avis personnel. D'accord. Clément, donc tu as le dernier mot. Non, mais c'est là où je suis peut-être pas d'accord avec Edoé. On va se fâcher dans les 5 dernières minutes alors qu'on a été d'accord pendant presque une heure. Non, j'ai une vision peut-être un peu plus large et un peu conceptuelle de l'évaluation. Et moi, je partage assez bien, je me retrouve assez bien dans les travaux là, qui ont été menés récemment par les chercheurs de l'Université de Saarland, Mayer, Stockman et Taub, qui, eux, prennent l'évaluation comme un tout, qui articule à la fois un système politique avec les institutions dont on a parlé, un système social avec les acteurs de la société civile, les débats que ça peut inciter dans la société, dans les médias, et un système professionnel avec la formation des acteurs, des instruments, des qualités, des standards, etc. Et c'est bien ces trois dimensions qu'il faut arriver à tenir ensemble si on veut que l'évaluation soit forte et vraiment soit utile pour les politiques publiques dans chacun des pays et au-delà. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, rares sont les pays qui arrivent à avoir ces trois pôles assez forts et qu'il y a aussi des résistances et que parfois, un système politique trop puissant a tendance à écraser la reprise dans la société civile, dans les médias, la codécision, et de même qu'un système qui serait que professionnalisé aurait tendance à éloigner peut-être l'évaluation de la prise de décision ou de l'intérêt pour les décideurs publics. Donc voilà, c'est conclurai en disant qu'il faut arriver à avoir ces trois pôles très très forts, mais que dans la pratique, c'est relativement compliqué, que le chemin est encore assez long. Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup, Edoé. Et nous ne terminons pas sur un désaccord. Nous terminons sur une discussion, comme ça devrait être le cas. D'ailleurs, je vous rappelle que nous avons encore 2 heures de discussion sur des sujets associés au système national d'évaluation, mais qu'auparavant, dans 5 minutes, 4 minutes, 20 secondes, nous aurons une courte séance de 15 minutes qui constitue la cérémonie de remise de prix du RFE. Je vous invite à vous y connecter dans 4 minutes. Je vous y retrouve alors. Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup, Edoé. Merci, Benoît. À bientôt, tout le monde. À bientôt, tout le monde.